الجهاد الإسلامي تبارك هذه العمليات البطولية وتعتبرها في إطار الرد الطبيعي باسم كل الشعب الفلسطيني على ما ترتكب إسرائيل من جرائم. الانتفاضة لا تستأذن، لا تستأذن أحد. من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأن ידאפעו عن مقدساتهم. אנחנו לא ניתן להסלמה הזאת להתפתח לנוכח פוטנציאל של פיגועי דריסה או של סכינאות. Mercredi 12 novembre 2014, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur i24 News. C'est l'heure de votre morning et nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité à décrypter en compagnie de nos invités. Au sommaire de cette émission, Mahmoud Abbas sort de son silence et attaque. Israël mène à une guerre de religion destructrice, dit-il. En réponse, Benyamin Netanyahou appelle la communauté arabe israélienne à ne pas céder à la propagande d'incitation, je cite, à la haine du président de l'autorité palestinienne. Et puis la tension se cristallise en Cisjordanie. Hier, un Palestinien a été tué et un autre grièvement blessé au cours d'affrontements avec les forces de l'ordre dans la région de Hebron. Et puis en fin d'émission, vous verrez, il est l'homme qui aurait porté le coup fatal à Oussama Ben Laden en 2011, mais la version de Robert O'Neill a rapidement été contestée et ses révélations critiquées par les Navy Seals qui lui reprochent la violation de la tradition du secret. Un documentaire sur cette mystérieuse affaire vient d'être diffusé sur la chaîne Fox News. On y reviendra. Il est 8h à Tel Aviv. Bonjour à tous. On accueille ce matin Ali Waked, bonjour, consultant i24 News et spécialiste sur les questions arabes et musulmanes. Également Jacques Neria, bonjour, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Et Maurice Ifergan, rédacteur en chef sur i24 News. Bonjour à vous. On va tout de suite se rendre à Jérusalem, à la Knesset, là où se trouve notre correspondant Mathias Inbar. Mathias, bonjour. On va revenir avec vous sur les déclarations hier, les réactions du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou suite au discours du président de l'autorité palestinienne. Oui, un chassé-croisé verbal. Bonjour Éléonore. Hier, tout a commencé bien par le discours de Mahmoud Abbas à Abou Mazen lors des commémorations de 10 ans de la mort de Yasser Arafat à Ramallah, à la Moukata. Eh bien, ce discours fait suite surtout à l'annulation du Hamas, en tout cas la tentative du Hamas de bloquer ces festivités de la mort de Yasser Arafat à Gaza. Et donc, il se devait de tenir un discours plutôt musclé. Alors, il s'en est pris au Hamas, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est la manière dont il a jugé la politique de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou est considéré par Mahmoud Abbas comme un leader qui incite à la haine et qui tue volontairement des Palestiniens, notamment à Jérusalem-Est et surtout sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées. Eh bien, la réponse de Benyamin Netanyahou ne s'est pas fait attendre. Mahmoud Abbas, pour Benyamin Netanyahou, n'est pas un partenaire, il est un partenaire de la terreur. Au lieu de parler et d'éduquer son peuple à la paix, il l'éduque à la guerre. Des propos très durs de la part de Benyamin Netanyahou en réponse à ceux prononcés par Mahmoud Abbas. Avigdor Lieberman également y a répondu et il a dit que finalement, au bout de 10 ans, après 10 ans de la mort de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas et Yasser Arafat sont similaires. Peut-être, pour Avigdor Lieberman, se pose la question de savoir si Mahmoud Abbas n'est pas plus dangereux que Yasser Arafat, parce que lui, il le dit avec un sourire. Il tient des propos haineux avec un sourire. Voilà les propos d'Avigdor Lieberman. Alors, autre point non négligeable, Mathias, hier, le Premier ministre israélien s'est adressé directement, une fois n'est pas coutume, à la communauté arabe israélienne. Oui, et il le fait, selon les experts politiques, de manière presque très intelligente, très stratégique, au moment où on est dans un contexte plutôt électoral. Il devrait y avoir prochainement les primaires du Likoud. Et puis,
on est dans une ambiance électorale législative finalement de dissolution de la Knesset, et donc Benjamin Netanyahou s'adresse aux Arabes israéliens. Il fait la différenciation entre les Arabes israéliens et le problème palestinien. Les Arabes israéliens, ce sont eux qui ont entamé des émeutes vendredi dernier après la mort d'un des Arabes israéliens tué par des policiers. Il leur dit: vous avez les mêmes droits que les Israéliens, vous avez surtout les mêmes devoirs. Et les devoirs, vos devoirs sont de respecter l'État d'Israël, tout simplement parce qu'il y a eu des slogans dans les rues de Kfar Kana, de Kfar Kassem, d'Oum el-Fachem, de anti-israéliens. Il y a eu des drapeaux palestiniens, il y a eu des drapeaux islamistes et des drapeaux de Daesh. Et donc Benjamin Netanyahou leur dit, s'adresse à eux directement: vous avez les mêmes droits et surtout les mêmes devoirs, autant que les Israéliens, les Juifs israéliens, de respecter l'État d'Israël. Merci Mathias Inbar en direct de la Knesset à Jérusalem. Ali, on revient avec vous sur cet appel de Benjamin Netanyahou à la communauté arabe israélienne. Ne vous laissez pas entraîner par cette incitation à la haine, vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs, c'est exact ? C'est exact, mais vous savez, Benjamin Netanyahou a trop parlé ces dernières semaines, et peut-être cet appel aux citoyens arabes de l'État d'Israël était le plus réussi de sa part. Benjamin Netanyahou accuse Abbas d'inciter à la haine, mais selon le leadership de la minorité arabe en Israël, c'était lui qui a incité tout le monde à la haine et à l'hostilité vis-à-vis les citoyens arabes de l'État d'Israël. Les citoyens arabes ont reçu avec pas mal de satisfaction cet appel de Benjamin Netanyahou au calme, et le fait qu'il a insisté que les citoyens arabes sont des citoyens légitimes, égaux de l'État d'Israël. Maintenant, il faut remplir et donner de sens à cet appel de Benjamin Netanyahou pour arrêter cette séparation entre les deux communautés, cette division entre les deux communautés arabes et juives à l'intérieur d'Israël. Alors un mot sur une information qui nous est parvenue il y a quelques instants. Une mosquée viendrait d'être incendiée près de Ramallah, et selon des sources palestiniennes, les auteurs seraient des habitants des implantations. Est-ce que hier, quand on entend des responsables de sécurité israéliens dire que la situation va se calmer, est-ce qu'on va trop vite en besogne ? Quand on a averti que ces crimes contre les mosquées dans les territoires et aussi en Galilée on n'a jamais vu arrêter des soupçonnés, et même s'il y avait quelques soupçonnés qui ont été arrêtés, ils ont été très rapidement libérés. Donc le gouvernement israélien n'a pas anticipé que cette accumulation de crimes contre le lieu saint peut se transformer en une guerre de religion, et on la voit maintenant. Là, le gouvernement israélien paye son indifférence, selon les Palestiniens, sa collaboration avec les éléments radicaux dans les colonies juives en Cisjordanie, et là, ça risque de se détériorer. Si hier, c'était dans les 2 dernières semaines, c'était la journée la plus calme, malgré le fait qu'un jeune Palestinien a été tué en Cisjordanie, mais si on regarde Jérusalem et si on regarde l'intérieur de l'État d'Israël, c'était une journée relativement calme. On reçoit ce matin cet incident aux mosquées qui vient quelques heures après le fait que des pneus de dizaines de voitures arabes palestiniens au quartier de Beth Safafa à Jérusalem ont été coupés par aussi des éléments radicaux des jeunes juifs des implantations. Ça risque de faire exploser de nouveau la situation. Jacques Méry, est-ce qu'on se dirige vers une guerre de religion en Israël ? Écoutez, une guerre de religion, je ne sais pas, la guerre de religion existe depuis toujours déjà entre nous. Il y a la maison de l'islam et la maison de la guerre, comme le dit l'islam. Nous sommes toujours dans un état de guerre avec l'islam. L'islam n'a jamais accepté le fait de l'existence d'un État indépendant juif. La preuve, c'est que même Mahmoud Abbas ne le reconnaît pas. Ce qui se passe actuellement sur le terrain, c'est encore plus grave. C'est les services israéliens, et je dirais même toute la presse, avait déjà annoncé il y a 2 jours, juste après le dernier attentat à Gush Etzion, que finalement les extrémistes de droite se préparaient à faire de telles actions. Et c'est l'inaction finalement des services qui relève ici du fait qu'on brûle une mosquée. Qu'est-ce qu'on est en train de prouver ? On laisse finalement le terrain aux extrémistes. Les extrémistes vont allumer le terrain. Le
terrain va être allumé et on va se dégénérer en une attaque où moi je te lance une armoire et toi tu me lances une chaise. Mais quelles mesures sont prises contre ce genre d'actes? Alors et le fait que ces actes se relèvent depuis des mois. Tout à fait. J'allais tout juste reprendre ce que disait Ali Waqued, c'est que tout simplement on ne trouve jamais de responsables. Et si jamais on trouve des suspects, on les met pour quelques heures, soi-disant pour une enquête, et puis ils sont libérés. Donc c'est comme s'il y avait une collaboration étroite, je dirais, entre l'État et certains éléments extrémistes qui sont prêts à inciter et à prouver aux Palestiniens en fait que tout le temps nous sommes en train de leur pousser une épine là où il ne faut pas. Alors on va faire le tour de la presse israélienne et des gros titres avec vous, Maurice Fergan, et puis bien sûr la presse israélienne qui rapporte ce ping-pong entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou. Exactement, par exemple le quotidien Haaretz met l'accent sur les discours combatifs de Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas ce matin. Le quotidien écrit alors qu'on enterre les victimes des attentats et que des désordres ont secoué hier plusieurs localités palestiniennes, le ton monte. Le Premier ministre israélien, souligne le quotidien, a annoncé des mesures contre les Palestiniens et les Arabes israéliens qui se livrent à des actes de terrorisme, destruction de maisons pour les uns et déchéance de la nationalité pour les autres. De son côté, Mahmoud Abbas annonce une amplification de l'offensive diplomatique auprès des instances internationales pour la reconnaissance de l'État de Palestine, mais, souligne Haaretz, les accusations de Mahmoud Abbas sont dirigées également contre le Hamas, qu'il accuse d'avoir tenté à la vie de plusieurs responsables du Fatah dans la bande de Gaza. Alors Mahmoud Abbas, semble-t-il, affirme le quotidien, ne lèvera pas le petit doigt pour la reconstruction de la bande de Gaza, mais aussi il s'agit peut-être, affirme Haaretz, d'un premier pas vers le divorce entre le Fatah et le Hamas. Ouais, d'ailleurs, Mahmoud Abbas qui a accusé hier le Hamas de saboter la réconciliation palestinienne, on y reviendra dans un instant. On passe à Israël Hayom maintenant, le quotidien gratuit proche du gouvernement qui titre sur un appel à la lutte armée contre Israël qui viendrait du Hamas. Alors le quotidien publie les termes d'une lettre diffusée par Marwan Barghouti. Il faut dire que Marwan Barghouti est en prison pour acte de terrorisme au cours de la seconde intifada. Il purge 5 peines de prison à perpétuité et c'était le chef des Tanzim, la branche armée du Fatah, et il est aussi considéré comme le dauphin possible de Mahmoud Abbas. Alors Marwan Barghouti écrit dans cette lettre qu'il faut reconsidérer les formes de lutte contre Israël et notamment passer à la lutte armée, mais aussi et surtout en finir immédiatement avec la coopération sécuritaire entre Israël et les Palestiniens. Ah oui, ça aussi on y reviendra. Et puis dans le reste de la presse arabe, Maurice. Alors on va commencer par les soucis des autres. À Sharq al-Wassat, le quotidien, saoudien, publie un éditorial à la une du directeur général de la chaîne de télévision Al Arabiya, Abdul Raham Al-Rached, qui finalement critique les négociations de Muscat de façon assez sévère et surtout l'attitude des États-Unis qui, a-t-il dit, ont écarté les alliés de l'Arabie saoudite des négociations, Israël, la Turquie et d'autres. Mais l'éditorialiste n'est pas contre des négociations, mais il pense que la position adoptée par les États-Unis risque de mener à un accord qui ne prouvera pas que la République islamiste est sérieuse dans son intention de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Alors il écrit, ce qui met en doute, c'est la façon dont les Américains ont écarté des négociations avec l'Iran, les pays de la région et les messages secrets échangés avec les leaders américains et iraniens. Il fait référence à la presse israélienne. Les négociations conclues Al-Rached, tenues à Muscat, peuvent mener à un accord d'ici le délai fixé du 24 novembre, mais cet accord, écrit-il, pourrait bien modifier l'histoire de la région. On passe au Liban maintenant avec L'Orient le Jour qui publie finalement la teneur d'une conférence de presse accordée hier à Beyrouth par le ministre de la Santé iranien. Écoutez ses propos. « Je suis désolé d'annoncer aux Libanais que leur nourriture est imprégnée de germes et de matière fécale. » Alors selon L'Orient le Jour... Bon choix de sujet, Maurice, pour le matin. 1000 commerces ont été examinés sur l'ensemble du territoire libanais, certains puits artésiens et des sources d'eau. Près de 3600 échantillons alimentaires ont été collectés et analysés dans les services du ministère de la Santé. Alors le ministère explique que des bestioles ont été trouvées dans certaines de ces entreprises. C'était des cadavres humains, je pense. Oui, des ustensiles rouillés, de la nourriture posée près des poubelles, les toilettes aussi qui donnent sur les cuisines des restaurants. Mais le plus dangereux reste, affirme le ministre de la Santé libanais, selon L'Orient le Jour, c'est que nous avons trouvé comme bactéries dans les denrées alimentaires collectées, notamment la salmonelle et l'E. coli. Je pensais qu'en provenance d'Israël,
Israël sans doute. Oui, et on finit encore avec un autre scandale relevé par le quotidien Zaman, c'est la folie des grandeurs d'Erdogan qui s'est construit un palais digne des leaders turcs. Alors le nouveau palais devait être inauguré aujourd'hui, mais l'inauguration a été reportée. Vous voyez le palais tel qu'il est prévu, en raison d'une catastrophe minière qui a eu lieu hier. Alors tout est conforme à la folie des grandeurs qui caractérise les projets lancés par Erdogan, écrit Zaman. 200 000 mètres carrés, 1000 chambres ultra luxueuses. Le nouveau palais aurait coûté 350 millions de dollars. Cet édifice géant, je cite le quotidien, qui aurait dépassé en termes de grandeur les palais ottomans, rappelle les constructions imposantes et inévitablement kitsch des régimes totalitaires, pas plus et pas moins. Alors que de nombreux terrains vides existent dans la capitale, poursuit Zaman, Erdogan a choisi d'installer son palais au milieu d'une forêt créée par Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République turque. Comment est-ce qu'on traduit Kim Il-sung en turc? Merci Maurice. Je voudrais simplement une petite remarque concernant l'Arabie Saoudite et l'article là. Je propose de regarder de plus près la scène syrienne depuis le début des attaques américaines. Pas une cible syrienne n'a été attaquée. Donc il y a raison de repenser du rôle américain. Donc il est très, très clair que les Américains se sont mis du côté iranien, Hezbollah, syrien. On n'attaque plus Bachar al-Assad, on n'attaque plus les institutions syriennes. On est en train de détruire Daesh et Jabhat C'est la principale cible américaine aujourd'hui, l'État islamique. Merci Maurice. On va revenir sur les derniers événements en Israël ainsi que sur les mesures annoncées hier par le Premier ministre israélien après une réunion spéciale du cabinet de sécurité. On voit ça avec Maxime Pérez. C'est la première mesure forte prise en réponse aux attentats. L'armée israélienne a reçu l'instruction de renforcer sa présence en Cisjordanie, en particulier dans le secteur du Gush Etzion où s'est déroulée la dernière attaque. 2 bataillons de la brigade d'infanterie Golani ont été dépêchés en renfort ces dernières heures, soit 500 hommes qui s'ajoutent au contingent de 10 000 soldats stationnés de manière permanente dans les territoires. Pour l'heure, le cabinet de sécurité israélien n'envisage aucune mesure punitive, comme le bouclage de certaines localités palestiniennes sensibles, voire l'instauration d'un couvre-feu. Exemple, dans la région de Hébron, où près de 200 jeunes ont affronté l'armée mardi matin, à l'entrée du village de Doura. D'autres heurts ont éclaté en différents points de Cisjordanie, comme dans le camp d'El Aroub, où selon des sources médicales, un Palestinien de 21 ans a été abattu par des soldats après avoir jeté un cocktail Molotov. Plus que jamais, Tsahal est sur le qui-vive alors que les incidents sécuritaires se multiplient en Cisjordanie et à Jérusalem, une 60aine au cours des dernières 24 heures. À l'instar des autres membres du gouvernement, Moshe Ya'alon continue de récuser le terme de 3e intifada. Mais le ministre israélien de la Défense prévient, Israël se tient prête à une escalade. Une escalade qui pourrait aussi venir de Gaza. Les tensions actuelles pourraient entraîner une reprise des tirs de roquettes, même symboliques, sur le territoire israélien. Un avertissement d'autant plus sérieux qui ne vient pas du Hamas, mais directement de l'établissement militaire israélien. Voilà, là on l'a entendu, ce renforcement des effectifs de sécurité, notamment les services de sécurité eux-mêmes, mais aussi donner des amendes aux parents de ceux qui lancent des pierres et également aller détruire les maisons des terroristes. Finalement, cette politique de main de fer de Benyamin Netanyahou, est-ce que ça marche ou est-ce que ça a été un échec jusqu'ici? Écoutez, ce n'est pas nouveau. Les Français avaient appliqué déjà ça en Algérie, sans grande réussite, la preuve. Donc il faut tout simplement savoir qu'il y a certaines limites, même je dirais aux lois sur place. Je dirais il y a un moment où on n'arrive pas finalement, comme disait Abouallah, c'est l'intifada va d'elle-même, elle ne demande la permission de personne. Donc à partir de ce moment-là où les choses sur le terrain ont dégénéré, les moyens sont uniquement des moyens défensifs. Tout le reste, je dirais, c'est attraper 3 ou 4 garçons, des voyous en train de jeter des pierres et forcer leurs parents à payer des amendes. Ok, ça va faire peur à quelques familles, mais pas plus que ça. Ça ne va pas empêcher, ce n'est pas un moyen de dissuasion énorme. Pour l'instant, la seule dissuasion possible et imaginable, c'est tout simplement de reprendre le processus de paix, recommencer des négociations, prouver quand même que le gouvernement israélien est sincère dans sa volonté d'arriver à une paix négociée avec les Palestiniens. Tout cela pourrait calmer le terrain et surtout empêcher les extrémistes des deux côtés
simplement de s'exprimer ou de faire des provocations, aussi c'est le mont du temple, aussi brûler une mosquée, aussi n'importe quoi, ou couper des têtes de porc et de le mettre à la porte des mosquées. Tout cela, il faut s'en empêcher. Oui, parce qu'on voit bien que cette détérioration de la situation sécuritaire pousse certains facteurs à l'intérieur également, en Cisjordanie et dans le Fatah, de pousser Mahmoud Abbas à prendre des décisions radicales et à mettre en acte ses paroles, comme par exemple cesser toute coopération sécuritaire avec Israël. Quelles conséquences ça aurait, Ali Waked ? Monsieur Abbas a fait clair savoir qu'il va continuer cette collaboration avec Israël, non pas par amour avec les Israéliens, mais pour le bien des Palestiniens, parce qu'il sait qu'une nouvelle intifada violente va à l'encontre de l'intérêt des Palestiniens au moment où ils mènent une campagne internationale très intensive pour la reconnaissance de l'État palestinien et pour essayer d'inciter la communauté internationale à imposer un accord avec un emploi de temps très clair contre Israël. Et donc, c'est vrai que écoutez, le contexte général, c'est un manque de confiance totale dans la population palestinienne d'une chance d'arriver à un accord de paix avec ce gouvernement en Israël. Et M. Abbas lit les sondages, il voit les tendances au sein des Palestiniens. Les Palestiniens, leur interprétation de comment est-ce que la guerre à la bande de Gaza s'est terminée est totalement différente de ce que c'est de nous montrer le gouvernement israélien. Et donc les Palestiniens qui ont plus de confiance dans le processus de paix voient Netanyahou essayer de contourner Bennett et les fanatiques de la droite israélienne du côté droite et non pas essayer de calmer la situation. Donc pour eux, il y a un seul moyen, c'est la lutte contre Israël. Maintenant, la lutte, il y a une unanimité au sein des Palestiniens. Maintenant, la nature de cette lutte, est-ce qu'elle va être violente ou est-ce qu'elle est armée? Est-ce qu'elle est armée? Le Fatah aurait aimé avoir un compromis entre les deux, une lutte populaire, comme l'appelle M. Abbas, ou comprendre Abou Ala. C'est un soulèvement populaire. C'est un soulèvement populaire, mais si les propos de Marwan Barghouti trouvent des oreilles et des échos au sein des Palestiniens de rendre cette lutte populaire à une lutte armée, tout risque d'exploser. Le Fatah sait qu'une lutte armée signifie le retour à la devance de la scène du Hamas, non pas seulement à la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, et la popularité que le Hamas peut regagner, et le fait que l'autorité palestinienne ne pourra plus avoir des mesures contre le Hamas en Cisjordanie, comme on est en état de guerre avec Israël. Mais, Éléonore, il faut aussi se souvenir, qu'est-ce qu'a dit hier Mahmoud Abbas? Mahmoud Abbas a accusé le Hamas d'être responsable d'effondrer... De saboter la réconciliation palestinienne, il va loin quand même. Et tout à fait. Et de l'autre côté, on a eu hier des sources militaires israéliennes qui ont parlé du fait que le Hamas prépare une méga attaque à l'intérieur d'Israël. Maintenant, si jamais on pousse le Hamas... de soutien au soulèvement populaire qui a lieu en Cisjordanie et à l'intérieur d'Israël. Moi, j'entends par les propos de Mahmoud Abbas l'arrêt du paiement des salaires aux fonctionnaires du Hamas dans le cadre de ces tensions. Donc, à nouveau, on a les facteurs d'une cocktail explosif. Pas de salaire aux fonctionnaires du Hamas, pas de dialogue avec le Hamas, ni par l'autorité palestinienne, ni par les Égyptiens. Donc, le Hamas à nouveau critique interposée, puisque le Hamas a répondu à Mahmoud Abbas. Oui, tout à fait, mais quelles seront les conséquences de cette crise interpalestinienne sur la situation sécuritaire et en Cisjordanie et en Israël? Alors justement, qu'est-ce que peuvent être les résultats de cette crise et de la fin de ce gouvernement d'union nationale? Comme le disait Ali Waked, Mahmoud Abbas n'a pas intérêt à ce que l'intifada prenne des dimensions incontrôlables. Bien au contraire. Même de notre côté, il est sous l'enclume donc de son opposition. Il dit mais pourquoi est-ce que vous continuez à collaborer? Vous êtes un collaborateur avec Israël. Donc les 9 bataillons, au lieu de s'occuper de contrôler la situation, il faudrait les tourner contre Israël. Et Mahmoud Abbas comprend très vite que le précédent avec Arafat pourrait tout simplement revenir vers lui. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le Hamas qui le menace, mais c'est une présence militaire israélienne qui pourrait le mettre dans 25 mètres carrés à la Moukata, comme l'avait fait Ariel Sharon pour Arafat. Donc tout cela est vrai, tout cela est un modèle explosif. Donc les vapeurs d'essence sont en l'air. Il ne faut qu'une petite étincelle pour allumer le tout. La seule différence aujourd'hui, c'est que Gaza est isolé, donc est tout à fait isolé, donc ce qui fait qu'on parle
principalement de Jérusalem et non pas des autres villes de Cisjordanie où il n'y a presque pas de friction, je dirais, entre Israéliens et Palestiniens. Et au moment même de cette tension, Éléonore, l'autorité palestinienne continue à arrêter des représentants du Hamas qui ainsi dans les mosquées ou dans les rues ou dans les réunions populaires qui se passent dans les villes et villages palestiniens en Cisjordanie, les arrêter pour incitation à la violence. Et ça, bien sûr, les médias palestiniens n'ont pas intérêt à les publier, mais ceux qui suivent la conduite de l'autorité palestinienne, ils voient que l'autorité palestinienne non pas seulement continue et commis à la collaboration sécuritaire avec Israël, mais continue à prendre les mesures pour arrêter le Hamas de se grandir en Cisjordanie et d'essayer d'inciter à la violence dans les territoires. Allez, je vous coupe un instant parce qu'on vient de recevoir cette information. Un cocktail Molotov a été lancé dans l'ancienne synagogue d'un quartier arabe au nord d'Israël. Donc vous voyez, on parlait de calme, mais les violences continuent, les émeutes continuent des deux côtés. La mosquée d'un côté, la synagogue de l'autre, on est bien parti. Donc on parlait de guerre des religions, c'est typiquement deux symboles très forts. Nous sommes déjà dans une guerre de religion. Il ne faut pas écarter, je dirais, c'est la base, c'est à la base. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des expressions beaucoup plus fanatiques. Mais c'était peut-être plus politique avant. Aujourd'hui, on s'attaque à une mosquée, une synagogue à quelques minutes d'intervalle, c'est quand même extrêmement symbolique. Tout à fait, tout à fait. Je dirais que ce symbole va nous accompagner d'ici, soi-disant, les jeunes des collines, dans les implantations, dans les colonies, vont se réveiller ce matin-là et vont faire ce soir-là, on verra naturellement un dernier mot sur les réactions des Turcs et des Jordaniens. On a entendu hier des propos très durs, notamment du Parlement jordanien, qui dit que la conduite d'Israël n'est pas différente de celle de l'État islamique, et également le ministre des Affaires étrangères turc qui dit « Rien ne nous empêchera de protéger Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa ». C'est seulement des déclarations ou est-ce qu'il y a une menace sérieuse? Pour le moment, ce sont des déclarations, mais Éléonore, pour arrêter cette boule de neige religieuse qui continue à se dérouler, il faut nécessairement et d'une façon très rapide au moins une photo entre Abbas et Netanyahou, se réunir pour essayer de calmer cette nature religieuse qui essaye de... Maintenant, les deux hommes se détestent d'une façon sans précédent. À mon avis, Netanyahou pouvait rencontrer Arafat plus facilement qu'il peut rencontrer Abou Mazen. Mais ça, c'est le rôle des leaders, d'essayer d'arrêter la situation quand elle est à la veille d'une explosion, qu'on ne peut pas la contrôler. Maintenant, moi, je sais et j'estime qu'est-ce que prépare le Hamas et le mouvement islamique de notre côté et ce que prépare la droite religieuse israélienne de l'autre côté, si jamais ça c'est le contexte du conflit, non pas un contexte territorial et politique mais religieux. Il faudrait faire attention à ce qui se passe aujourd'hui sur le mont du Temple. Le mont du Temple aujourd'hui pourrait être déjà la cible, la prochaine cible. Et là, ça serait, je dirais, une catastrophe. Merci Jacques Neria, merci Ali Waked et Maurice Fergan d'avoir été avec nous. À suivre, on parlera de cette Israélienne, la première à avoir rejoint les rangs des combattants kurdes pour lutter contre l'État islamique. C'est dans quelques minutes, juste après le journal. Restez avec nous. De retour sur le plateau du Morning, il est 8h42 à Tel Aviv et on va tout de suite se rendre au Parlement israélien, là où se trouve notre correspondant Mathias Inbar à Jérusalem. Mathias, on l'a entendu, une mosquée vient d'être incendiée près de Ramallah et un cocktail Molotov a été lancé sur une ancienne synagogue dans la ville, dans la ville de Shfaram, ville arabe dans le nord. Est-ce qu'on en sait plus ? Bien écoutez, concernant le cocktail Molotov, il a été lancé contre cette ancienne synagogue. Il s'agit d'un site plus touristique. La synagogue n'était pas habitée. C'est un site touristique reconnu comme tel par Israël. La police est sur les lieux. Concernant le deuxième incident, et celui qui doit nous inquiéter, c'est ce jet de cocktail Molotov contre cette mosquée dans le village de Morière, c'est dans le nord-est de Ramallah. Alors, selon l'agence de presse palestinienne MAN,
Man, eh bien, il s'agirait d'habitants d'implantation aux alentours de 3 heures du matin qui auraient brisé des vitres et jeté un cocktail Molotov et donc brûlé une partie de cette mosquée. Seulement, cela dit, eh bien, les versions sont discordantes pour Israël parce que je viens de recevoir à peine le communiqué de la police et j'ai conversé avec des éléments des services de sécurité intérieure, le Shabak, qui sont sur place mais qui ne peuvent pas actuellement avoir accès à cette mosquée, tout simplement parce qu'il y a des émeutes sur place, il y a des jets de pierre, il y a surtout des jets de cocktails Molotov contre les forces de police. Voilà pourquoi Israël ne peut confirmer la thèse avancée pour l'instant par l'agence de presse palestinienne Man. Pour l'instant, l'enquête est en cours. Alors, Mathias, au sein de la coalition, est-ce qu'on a fait bloc après le discours de Netanyahou hier ou est-ce qu'on entend déjà des critiques ? Écoutez, la coalition israélienne est vraiment parcelée aujourd'hui. Il y a d'un côté le Likoud, il y a Israël Beitenu, le parti d'Avigdor Lieberman, et il y a surtout Yesh Atid, c'est la plus grande formation parlementaire à ce jour depuis la démission de Gideon Sa'ar, le ministre de l'Intérieur. Pour l'instant, le seul à réagir de manière vive, c'est surtout le leader de Yesh Atid, monsieur Lapid, qui aujourd'hui ne veut pas donner de bons points à Binyamin Netanyahou. C'est en tout cas le message qu'il a voulu lancer ce matin à la radio israélienne, mais il demande à Binyamin Netanyahou de faire ramener le calme. Il demande surtout à la coalition et au gouvernement de faire en sorte que des députés israéliens ne se rendent plus sur le mont du Temple. Il vise particulièrement Tzipi Chotobeli et Moshe Feiglin qui sont à l'aile droite du Likoud. Il leur demande de ne plus monter sur le mont du Temple parce que cela leur incite à un sentiment de violence à l'intérieur de la vieille ville. Donc la seule réaction finalement à noter, c'est celle de Lapid, Yair Lapid, contre Binyamin Netanyahou, en tout cas qui demande surtout, qui exige du Premier ministre qu'il calme ses ministres et ses députés, des députés de son propre parti, le Likoud. En attendant, Binyamin Netanyahou est dans une logique parlementaire, d'une logique électoraliste, pardon. Il le sait, les élections législatives pourraient intervenir dans les 6 prochains mois, et donc il essaye de montrer les muscles, de montrer les crocs. Merci Mathias Inbar. De ramener des voix de la droite vers lui. Merci Mathias Inbar en direct de la Knesset à Jérusalem. On rejoint sur ce plateau Myriam Danan, bonjour. Bonjour. Également Dror Even Sapir. On va parler avec vous, Dror, des propositions de loi récemment adoptées par la commission interministérielle des lois en Israël, des propositions qui ont leur importance dans ce contexte actuel. Oui, dans le contexte de tension, effectivement, tension avec les Palestiniens, tension avec les Arabes israéliens, des propositions de loi qui peuvent peut-être jeter de l'huile sur le feu, mais il faut tout de suite préciser, et on en parlera plus tard, qu'elles en sont à un stade très précoce. On ne sait pas si ces fameuses propositions de loi entreront finalement dans le livre des lois en Israël. La première dont il faut parler, Éléonore, elle a été adoptée dimanche au Conseil interministériel des lois. C'est une proposition que l'on doit à 2 députés, Madame Orute Strouk du parti Abait HaYehudi de Naftali Bennett et Yariv Levin. Et Yariv Levin, l'une des étoiles montantes du Likoud. Et cette proposition de loi, elle vise à instaurer toute loi qui serait adoptée par la Knesset, par le Parlement israélien, à la Cisjordanie. Il y a une ambiguïté sur les portions précises du territoire de Cisjordanie dans lesquelles les nouvelles lois pourraient être appliquées. Alors, peut-on parler au sujet de cette loi d'un projet d'annexion des territoires en Cisjordanie ou seulement d'une partie d'entre eux ? Alors, c'est pas vraiment une annexion, ce serait une semi-annexion parce que qui dit annexion dirait par exemple octroi du droit de vote, tout simplement, à tous les habitants des territoires, qu'ils soient juifs, israéliens ou arabes palestiniens, ce qui n'est pas le cas, et ce n'est pas du tout le cas dans l'esprit des promoteurs de la loi. Dans l'esprit des promoteurs de la loi, toute nouvelle loi israélienne devra être appliquée à tous les habitants des territoires, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, mais il s'agit uniquement des nouvelles lois. Parce que si la proposition était rétroactive, tout ce qui avait été adopté au préalable par la Knesset, y compris donc l'octroi de la nationalité à tous les habitants des territoires, pourrait être appliqué. Et là, c'est pas le cas. Donc, on peut pas parler d'annexion véritable. Et c'est un point intéressant parce que
tous les gouvernements israéliens, quelle que soit leur couleur politique, y compris les gouvernements les plus à droite, n'ont jamais procédé à l'annexion des territoires conquis en 1967, à deux exceptions notables, bien évidemment, celle du plateau du Golan et celle de Jérusalem-Est. Non, je veux dire, quand cette loi est-ce qu'elle a de bonnes chances d'être acceptée, parce qu'on sait qu'il y a quand même une forte opposition à cette proposition au sein même du gouvernement de la coalition. Alors Tzipi Livni qui est la ministre de la Justice, qui est également chef de parti, la chef du parti Hatznoa, qui est plutôt un parti de centre-gauche, et qui en tant que ministre de la Justice dirige la commission interministérielle des lois. Elle s'est bien évidemment opposée à cette proposition de loi, et puis en tant que chef de parti, que chef de l'une des composantes de la coalition et que ministre de premier plan, elle est tout à fait habilitée à déposer un recours contre une proposition de loi qui sera adoptée par la commission interministérielle des lois, ce qu'elle a fait en compagnie de Yair Lapid, qui est lui aussi chef de parti, le chef du parti Yesh Atid, dont on vient de parler avec Mathias. Donc il y a une opposition. Donc la loi a trouvé une majorité à la commission interministérielle des lois, mais du fait du recours déposé par ces deux ministres de premier plan, eh bien la procédure d'adoption de la loi sera lente et laborieuse, et étant donné qu'on est en période préélectorale, Éléonore, il a de fortes chances qu'elle finisse dans les tiroirs. Alors, si cette loi était finalement adoptée, qu'est-ce que ça voudrait dire sur l'évolution idéologique, même politique d'Israël ? Surtout sur l'évolution déjà du Likoud. Le fait que cette proposition de loi ait été présentée par un député Likoud, qu'elle ait été votée par des ministres Likoud, eh bien, prouve que de plus en plus, le Likoud se rapproche du mouvement des implantations. Que le mouvement des implantations a des représentants de plus en plus nombreux et des soutiens de plus en plus actifs au sein de ces instances, au sein des instances du parti au pouvoir, le Likoud, et ce n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années environ. À l'époque... C'est Benyamin Netanyahou qui est responsable de ce rapprochement ? Pas vraiment, non. C'est plutôt tout simplement le fait que le mouvement des implantations, après le traumatisme qui a été pour lui le désengagement de 2005, le démantèlement des implantations de la bande de Gaza par Ariel Sharon en 2005, eh bien, a pris conscience du fait qu'il devait aller au-delà de ces frontières politiques et sociologiques en quelque sorte, et de ce point de vue-là faire de l'entrisme d'une certaine manière au sein du plus grand parti israélien, du parti populaire qu'est le Likoud, eh bien, permettrait à ce même mouvement des implantations d'empêcher toute nouvelle décision, tout nouveau démantèlement d'implantation là, dans les territoires de Cisjordanie ou Judée-Samarie. Et c'est une méthode qui a prouvé son efficacité de leur point de vue. Parce que intégrer le Likoud et faire en sorte qu'aucune décision prise par les dirigeants du Likoud ne puisse l'être sans l'aval des représentants de ce mouvement, ça a été un pari réussi de leur point de vue. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus de députés Likoud qui sont issus du mouvement des implantations du monde sioniste religieux. Et on a un Likoud qui s'est très nettement droitisé, qui n'est plus, ou qui est moins, le parti de ce que l'on appelait auparavant le second Israël, à savoir les Israéliens en général originaires du monde arabo-musulman, en général issus des classes populaires ou de la petite classe moyenne, mais davantage un Likoud qui reflète aujourd'hui l'idéologie du grand Israël, beaucoup plus qu'il y a 10 ou 15 ans. La question est de savoir, sur le strict plan électoral, si cette évolution va lui pâtir ou lui être favorable. Qu'est-ce que vous en pensez, Myriam Dalman, cette évolution du Likoud, elle va être favorable ? Ce qui est certain, c'est que Benyamin Netanyahou, il est en train de lutter contre cette radicalisation du Likoud en tant que Premier ministre de tous les Israéliens. Alors il cherche effectivement à centriser. Il se rapproche de l'aile conservatrice parce que c'est la seule possibilité aujourd'hui pour garder le pouvoir au sein du Likoud, et qu'il faut dire que tout va se jouer dans ces primaires du Likoud au niveau du 6 janvier. Mais il est certain que Benyamin Netanyahou a tiré les leçons également de son rapprochement raté, si on peut dire, avec Israël Beiteinu lors des précédentes élections, et que la façon dont il a voulu essayer de faire avancer le Likoud ces dernières années, eh bien, ce n'était pas vers une radicalisation. Le problème, c'est que oui, effectivement, il doit se fier aujourd'hui à ce que ses militants veulent, et à l'approche des primaires du Likoud, à l'approche peut-être d'ailleurs des élections législatives plus globales. Alors Benyamin Netanyahou doit se rendre à l'évidence, si c'est ce que les militants du Likoud veulent, alors c'est ce que Benyamin Netanyahou doit faire, si du moins il veut en conserver la tête. Un autre exemple très rapide
très rapidement, qui est vraiment très parlant, le fait que pour le Likoud aujourd'hui, le mont du Temple soit devenu un sujet central. C'était pas le cas il y a encore 2-3 ans. Aujourd'hui, vous avez des députés du Likoud qui, d'une manière très ostentatoire, montent sur le mont du Temple pour réclamer un changement du statu quo. C'était le cas de Tzipi Chodoveli, c'est aussi le cas de députés Likoud qui ne sont pas véritablement religieux comme Madame Miri Regev. On a véritablement l'impression que le Likoud se rapproche de certaines thèses qui étaient celles de la droite religieuse. C'est un nouveau Likoud en quelque sorte. Alors on va passer tout de suite à un autre sujet, une Israélienne qui elle a choisi un autre combat politique et militaire. Il s'agit de Gila Rosenberg, elle a 31 ans. Elle est originaire du Canada et c'est la première Israélienne à être partie rejoindre les rangs des combattants kurdes pour lutter contre l'État islamique. C'est une ancienne soldate de Tsahal et elle a donc rejoint les forces armées turques. On va en parler avec vous, Myriam. C'est un phénomène dont on entend beaucoup parler récemment dans la presse israélienne. Finalement, comment on a découvert que cette jeune Israélienne était partie en Syrie, d'abord en Irak, et puis qui était arrivée en Syrie pour combattre contre l'État islamique? Alors il s'agit que d'un cas d'un seul, mais assez étonnant pour qu'il soit relaté dans les médias et même pour faire un véritable buzz. Elle s'appelle Gila Rosenberg, elle a 31 ans et puis c'est une israélo-canadienne qui vit à Tel Aviv, une jeune femme sous tout rapport banal, on a envie de dire. Elle a fait son service militaire, tout va bien, elle habite en Israël, elle essaye de poursuivre sa vie comme tout le monde, jusqu'à cet engagement extrêmement surprenant. La nouvelle est parue dans les médias il y a un peu plus de 24-48 heures après une interview exclusive accordée à un journaliste israélien de la radio publique israélienne, où elle a expliqué son engagement en disant que pour elle, le combat des Kurdes, eh bien, c'était aussi son combat, c'était d'une certaine façon aussi le combat des Juifs. Ils se battent pour la liberté, dit-elle, il faut les aider, ils aiment la vie comme nous. C'était sa déclaration, c'était la principale raison développée de son engagement. Alors, est-ce que son engagement est illégal au regard de la loi israélienne, puisqu'elle était ancienne soldate de Tsahal, donc elle se battait pour Israël? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu contradictoire? Alors, ce qui est certain, c'est que du point de vue d'Israël, du point de vue du combat mené contre Daesh, il n'y a pas de contradiction, puisque Daesh est aussi un ennemi d'Israël, même si Israël et l'armée israélienne n'est pas clairement engagée aujourd'hui contre Daesh. Elle ne fait pas partie de la coalition internationale. Mais il y a une certaine sympathie, évidemment, en Israël aux côtés du combat des Kurdes. Alors du point de vue de l'illégalité de son positionnement, il est certain aujourd'hui qu'il y a un problème au niveau de la loi. D'abord, la façon dont elle a dû les rejoindre. Elle est curieuse, elle a dû utiliser son passeport canadien pour rentrer en Irak, puisqu'évidemment, avec un passeport israélien, elle n'aurait jamais pu y pénétrer, vu que les deux pays ont un statut de pays ennemis. Et puis ensuite, depuis l'Irak, elle a rejoint le Kurdistan, et puis ensuite la Syrie, avec ses milices kurdes, desquelles elle fait aujourd'hui partie. Mais aujourd'hui, si elle doit rentrer en Israël, eh bien oui, effectivement, elle sera probablement arrêtée parce qu'elle s'est rendue en Irak, non pas à cause de son combat aux côtés des Kurdes, et qu'elle a donc pénétré dans un territoire ennemi, que c'est interdit par la loi, et curieusement et de façon très contradictoire, elle va tomber sous la même loi pour laquelle vont être aujourd'hui potentiellement poursuivis les djihadistes qui ont rejoint depuis Israël les rangs de Daesh cette fois. C'est quand même étrange, comment expliquer qu'une jeune fille de 31 ans qui apparemment n'a aucune affiliation avec les Kurdes décide du jour au lendemain de partir combattre aux côtés des Kurdes en Syrie contre l'État islamique, une Israélienne en plus? Et bien c'est là qu'on s'est un petit peu plongé dans le profil du personnage, un profil assez surprenant. C'est une jeune femme qui, lorsqu'elle avait 22 ans, au Canada, une famille juive canadienne a eu quelques difficultés dans son encadrement familial. Et à 22 ans, elle a tout laissé tomber. Elle était en train de suivre des études et une formation pour être pilote de ligne. Elle suivait une haute école d'ingénieur. Elle a tout laissé en plan. Elle a décidé de faire sa alia, son immigration en Israël. Et là, elle a rejoint les rangs de l'armée israélienne. Elle a intégré une unité de sauveteurs. Et elle a déclaré avoir trouvé sa place en Israël. Et puis après, il faut le souligner aussi, elle a eu quelques déboires avec la justice. En sortant de l'armée, difficultés économiques, mauvaise fréquentation, elle se retrouve aux États-Unis avec des Israéliens et elle est accusée d'escroquerie et d'association de malfaiteurs pour avoir escroqué des personnes âgées. Elle va écoper de 5 ans de prison. Elle est rentrée en Israël depuis tout juste 1 ou 2 ans et pour elle, c'est la phase de rattrapage et c'est peut-être pour elle une façon de se rattraper que d'aller servir les Kurdes aujourd'hui. Aller combattre aux côtés des Kurdes en Syrie. Alors un mot peut-être sur les Druzes israéliens qui eux aussi veulent qu'Israël soit plus impliqué dans le combat des Kurdes contre l'État islamique. Effectivement, alors il faut préciser que cette information, elle n'a jamais caché aujourd'hui qu'elle avait rejoint les Kurdes. Elle les a contactés sur Internet et elle les a rejoints également par le biais de Facebook. Elle a publié des photos. Les services secrets israéliens étaient très inquiets de la publication de cette information à cause du précédent qu'elle peut créer, parce qu'effectivement au sein des Druzes israéliens, il y a une claire sympathie en direction des Kurdes et de tous ceux qui se battent contre Daesh, et plus spécifiquement des Druzes qui se battent contre Daesh à la frontière syrienne, et ils n'ont pas le droit d'aller les rejoindre, les aider, et c'est ce précédent que craignent aujourd'hui les services secrets israéliens.
Merci beaucoup Myriam Danan, merci Dror Even Sapir. C'est la fin de cette partie, restez avec nous. On revient dans quelques minutes et on vous parlera de Robert O'Neill, cet homme qui a porté le coup fatal à Oussama Ben Laden. C'est dans un instant sur i24 News. À tout de suite. Il est 9h12 à Tel Aviv, l'heure d'accueillir Laura Duhamel, bonjour. Et Betsabé Saleh, on va commencer avec vous, Betsabé, j'ai du mal ce matin. Et par vos 5 clics. Betsabé, c'est pas un nom très facile, non. Mais c'est un très joli prénom. On commence par un accord historique sur le climat entre Washington et Pékin. Oui, alors c'est le breaking de CNN ce matin qui reprend l'annonce d'Obama hier, une annonce d'une baisse d'émissions des gaz à effet de serre d'1 tiers dans les 20 prochaines années. Alors vu le délai, Obama pourra toujours faire porter le chapeau à ses successeurs si la barre a été mise trop haut. Et quant à la Chine, eh bien, c'est donné un peu plus de temps, elle a jusqu'à 2030 pour remplir ses obligations climatiques. Mais l'essentiel, c'était bien de tomber d'accord puisque le souligne CNN, eh bien, ça n'arrive pas souvent que Pékin et Washington se comportent en partenaires. Alors cet accord inédit a d'ailleurs été repris par Le Monde qui en a fait sa une. Ce matin, le quotidien français nous aide aussi à comprendre ces efforts communs. Il nous rappelle que ces de nouveaux amis, accessoirement premiers émetteurs quand même de la planète, sont pressés en fait par l'urgence d'un accord mondial, celui de la conférence climat fin 2015 à Paris. Ceci expliquant cela. Allez, direction l'Inde où un énième scandale sanitaire secoue à nouveau le gouvernement. Voilà, alors ça se passe dans l'état de Chhattisgarh, c'est dans le centre du pays, où un chirurgien chargé de stériliser les femmes dans le cadre d'une campagne massive de stérilisation a effectué 80 opérations en 3h30 avec un assistant. Et ça fait 2 minutes par opération en moyenne. Et sans surprise, eh bien, ça s'est terriblement mal passé. La pire tragédie qu'ait connue l'État, nous dit le Times of India, qui en a vu d'autres pourtant. Alors résultat, le Guardian qui reprend l'info raconte 11 Indiennes sont mortes ce mardi, une 60aine d'autres sont hospitalisées. Et le pire, eh bien, ce n'est pas nouveau. Ça fait des années que les ONG dénoncent cette stérilisation de masse. D'autant que non seulement les femmes sont indemnisées, mais les travailleurs sanitaires qui sont chargés en fait du rabattage eh bien, sont payés à la commission. Alors le Guardian nous parle d'ailleurs de 4 millions d'indiennes stérilisées entre 2013 et 2014. Il s'agit d'une forme de coercition des femmes plus faibles et marginalisées, dénonce une militante de Population Foundation of India à Sky News. Voilà. Alors on parle d'un autre drame sanitaire au Mali. On a appris qu'un autre cas de contamination vient d'être révélé. Et on va parler de la préparation des médecins qui seront confrontés au virus Ebola. Ouais, c'est un reportage publié par Libération, direction Bruxelles. C'est un centre de formation de Médecins sans frontières. Il va y en avoir d'autres d'ailleurs qui vont ouvrir bientôt. Alors des tentes blanches, des préfabriqués où transitent donc la plupart des humanitaires qui vont se rendre en Afrique de l'Ouest. Dedans, eh bien, il y a des médecins, il y a des logisticiens qui bien sûr ont pesé le pour et le contre, mais qui concluent finalement ce n'est pas pire que de se rendre dans une zone de guerre. Juste la différence, c'est que l'ennemi est invisible. Alors ils y apprennent à enfiler cette fameuse combinaison d'où pas 1 mm de peau ne doit être dépassé, dans laquelle la température peut monter jusqu'à 45 degrés dans un climat africain. Ils apprennent à refuser des patients dans les centres quand des centres sont pleins, avec bien sûr les risques de contamination que ça implique. Ils apprennent à soigner aussi sans montrer leur visage, ce qui est aussi très dur pour eux. Et du coup, avec le temps, eh bien, les médecins de Médecins sans frontières ont appris à pallier, à trouver des trucs pour pallier à ce manque d'humanité, comme par exemple montrer des photos d'eux-mêmes à leurs patients ou alors faire des murs d'empreintes des mains des patients guéris. Voilà les astuces. À la direction le Liban avec une forme particulière de rébellion politique. Nous alors voilà, Libanais, et c'est du design en fait. Alors Slate s'est penché sur l'œuvre de 2 créatrices libanaises. En voilà un exemple. Oda Baroudi et Maria Ebris sont leurs noms. Elles ont lancé une marque engagée, Bokja. Alors c'est pas nouveau, ça date de 2000. Attention, ceci n'est pas un fauteuil, c'est un acte politique, nous dit Slate. Alors, pas de formation pour ces stylistes, mais une passion commune. D'ailleurs, ça a marché pour preuve. Hillary Clinton, selon Slate, elle-même aurait acheté plusieurs pièces des créatrices. Alors, elles expliquent que c'est un style influencé par la situation du Liban, par la guerre, par les frontières communes avec la Syrie et Israël. Alors, on ne voit pas forcément concrètement le lien, voilà. L'amour relativement sceptique d'Éléonore. C'est joli. Et c'est pour ça que j'en parle.
Allez, on va parler d'une info un peu plus légère qui va nous faire sucrer notre café. Alors, pas forcément légère, justement, l'info. Attention à l'aide, titre l'Espresso, ça vient de la Repubblica. Les édulcorants, voilà, ça nous monte à la tête. Les édulcorants font grossir. Voilà, on avait déjà entendu des rumeurs à ce sujet. Et apparemment, les médias s'y attellent. On parle de risque d'obésité, de risque de prendre du poids, de risque de diabète. Alors, le journal italien se base entre autres sur des études menées justement ici en Israël par l'Institut Weizmann qui a testé ces édulcorants sur les animaux, explique qu'en fait les principaux édulcorants, donc bien sûr l'aspartame qu'on connaît bien, eh bien influent négativement sur la flore bactérienne de l'intestin et c'est pour ça que ça fait un espèce ça rompt l'harmonie des bactéries et c'est ça après qui peut causer l'obésité, hyperglycémie, augmentation du poids. Donc bien sûr on fait attention, on remet du sucre après tout. Merci beaucoup Betsabé. On va parler de femmes à présent avec Anna Chen. En Israël, elle trône aux côtés de Golda Meir ou de Henrietta Scholz au panthéon des combattantes sionistes et féministes. Israël en a fait une véritable icône. Alors, mythifiée ou légitime, c'est l'objet de notre enquête. Regardez. Elle portait en elle le féminisme. Cela se traduisait à la fois dans ses lettres et dans son journal, mais aussi dans son comportement. Nous ne trouvons dans ces lettres aucune référence au fait qu'il n'y avait pas d'égalité entre mes femmes ou que l'on discrimine les femmes. Cela ne veut pas dire que ces vues ne se réfèrent pas à ce sujet comme s'il n'existait pas. Nous pouvons déceler des indices ici et là. Hana Senesh, en 70 ans, elle est devenue en Israël une héroïne sioniste et féministe pour les uns, une mythologie pour d'autres. Et son héritage intellectuel fait encore polémique. Appelée parfois la Jeanne d'Arc israélienne, son destin consigné à la fois dans son journal et dans sa correspondance est tragique. Un parcours idéal pour un mythe national. Rappel des faits. Née en 1921 en Hongrie, dans une famille d'intellectuels juifs assimilés, en 1938, elle se rapproche des mouvements sionistes. En septembre 1939, alors que la guerre éclate, elle immigre en Israël où elle intègre l'école d'agriculture de Nahalal. En 1941, elle compte parmi les pionnières du kibbutz de Sdot Yam, non loin de Césarée. Une vie faite de tâches fastidieuses qu'elle décrit dans son journal. En 1943, elle s'engage dans la Royal Air Force britannique et devient parachutiste dans les célèbres Special Operations Executive. Fait peu ordinaire et audacieux pour cette jeune femme de 22 ans. Elle est envoyée en mission en Hongrie où elle est rapidement interceptée par les nazis. Le 7 novembre 1944, elle est alignée au peloton. 2 ans plus tard, c'est la naissance du mythe. Dès 1946, une première édition du journal et de sa correspondance est publiée. Une édition partielle et abrégée. Pour Ruth Iglick, qui a écrit un livre sur le féminisme de Hana Senesh, ces coupes ont contribué à la fabrication du mythe. Ils ont censuré essentiellement sa critique de ce qu'elle vivait en Israël. Son expérience, ses difficultés, ils l'ont rendue plus héroïque. Les difficultés étaient reléguées au second plan. Ce sont plus son ethos et son mythe qui ont renforcé son héroïsme. Pourtant, pour son neveu, cette construction n'est pas si illégitime que cela, car elle montrait un réel attachement à l'idéal sioniste. Il y a un sens dans ses écrits. Que faisons-nous ici en Israël ? Elle a écrit avant la Shoah, ou avant que soit clarifié ce qui s'est passé pendant la Shoah. Donc c'était un sionisme plus pur. Pour la première fois, et exactement 70 ans après sa mort, la correspondance et le journal de Hana Senesh sont publiés en hébreu et en intégralité. L'occasion pour les jeunes générations de se faire une idée plus objective de la vie héroïque et du féminisme de Hana Senesh. Laura Duhamel, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de la nouvelle série ghanéenne qui fait fureur en ce moment. Oui, alors ça s'appelle An African City et c'est la version africaine de Sex and the City. Alors on y suit 5 femmes trentenaires libérées qui reviennent dans leur pays natal, le Ghana. Elles ont toutes été aux États-Unis ou en Europe pour étudier et puis elles reviennent et elles se retrouvent en prise avec un Ghana qui est en pleine mutation, certes, mais qui est aussi encore très traditionnel dans une société très patriarcale. Et elles, eh bien, ne l'entendent pas de cette façon. Alors elles ont un langage très cru comme dans Sex and the City et puis elles se posent toutes les questions que se posent finalement toutes les femmes indépendantes de leur âge.
Qu'est-ce qu'on fait si on se fait draguer par son patron? Est-ce qu'on doit accepter les cadeaux d'un sugar daddy ou pas? Je vous le demande, je ne sais pas. Voilà, alors donc dans An African City, on va les voir lutter pour essayer de retrouver leur place dans cette Afrique encore traditionnelle, qui rejette parfois leur mode de vie très traditionnel. Alors c'est quand même une série qui fait la part belle de la culture africaine. Super important, c'est qu'elles sont au moins aussi jolies que les vraies. Voilà, elles sont au moins aussi jolies. On va d'ailleurs regarder justement le trailer tout de suite pour en avoir une idée. On va regarder le trailer tout de suite. More than 5.5 million Africans live in the United States and Europe. Every so often, some of these Africans, like us, return home to the motherland. And to their mother's disappointment, they return, unmarried, single, and childless. And once back on the African continent, they remain unmarried, single, and childless. Comment les Ghanéens ont accueilli cette série? Alors ils l'ont plutôt bien accueilli, de façon assez surprenante. La productrice expliquait qu'elle s'attendait justement à beaucoup de critiques, mais que finalement l'accueil a été plutôt chaleureux. Les gens lui ont écrit en disant que finalement c'était les mêmes questions qu'ils se posaient à la maison. Ça c'est pour les clichés. Et c'est important de savoir aussi que c'est une série qui fait la part belle à l'Afrique. C'est vraiment une série africaine. La productrice, donc Milly Monio, explique finalement que l'objectif de cette série, c'est de montrer une autre Afrique. Alors la série a lieu au Ghana, mais finalement on pourrait se projeter dans n'importe quelle capitale africaine. Tout est filmé avec des stylistes africains, avec le style afro-politain, cette mode justement nouvelle en ce moment qui fait fureur sur les podiums et qui mêle justement la mode occidentale et la mode africaine. Alors les couleurs, les sons, les ambiances finalement nous plongent dans cette Afrique. Et puis c'est une série qui veut montrer une Afrique positive, une Afrique moderne et ouverte au monde. Et puis ce qui est intéressant de savoir, c'est une série qui montre une Afrique riche, ce qui n'est pas courant justement. On les voit dans des restaurants. Et elle fume, ça c'est inédit pour Sex and the City. Elle fume. Pas politiquement correct. Et c'est pas très politiquement correct, mais finalement c'est une Afrique qui existe. Est-ce qu'on parle autant de sexe, par exemple, que dans Sex and the City? Merci d'avoir posé la question. Et on en parle de façon très crue, comme dans Sex and the City. Ça choque pas ça en Afrique, parce que même aux États-Unis, non, pas du tout. Sex and the City avait eu une critique quand même extrêmement dure au début, en tout cas. Alors là, pas du tout, ça choque pas. Moi personnellement, je pense qu'il y a beaucoup moins de tabous en Afrique qu'aux États-Unis. C'est autre chose. Aux États-Unis, forcément. Peut-être, c'est possible. Donc voilà. Par contre, ce qui est peut-être plus polémique justement, c'est cette Afrique riche qui est montrée. On les voit au restaurant, dans des boîtes, alors que effectivement il y a toute une autre partie de l'Afrique qui est confrontée à la pauvreté, mais c'est aussi une façon de montrer une autre image de l'Afrique, et c'est pour ça qu'on peut saluer aussi cette série. Voilà, c'est une réalité qui existe, qui n'est pas la majorité, mais qui existe. Merci beaucoup Laura Duhamel. On va tout de suite regarder ce portrait d'un artiste. Non, on le regardera en dernière partie d'émission. Alors on continue justement, Laura, sur Sex and the City. Vous savez, ça vous donne envie de regarder? On peut le regarder d'ailleurs d'ici? Oui, alors voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une web série, donc tout le monde peut la regarder. C'est une série qui s'adapte au format télévisuel africain. Les Africains n'ont pas beaucoup de télé, par contre ils ont énormément de téléphones portables, et c'était une série qui était en mal de financement au début, donc ils se sont adaptés au format web série. Donc tout un chacun peut la regarder, européens, américains, africains, c'est ouvert à tous. Et si vous êtes nostalgique de Sex and the City, je pense que c'est une série Moi qui personnellement, je suis nostalgique de Sex and the City. Moi pas du tout, mais ça me donne. Mais par contre, j'ai très envie de voir ça. C'est vrai qu'il y a un peu d'exotisme. C'est en plus une façon de se plonger dans la culture africaine. Et puis encore une fois, elles sont jolies. Ça a l'air d'être assez pimpant. Question couleur, question rythme, et de casser un peu les convenances. Elles fument. Mais justement, ça fait partie aussi d'un essor. On a l'impression que ces dernières années, le cinéma et les séries en général africaines sont en plein essor. Il y en a de plus en plus. Plusieurs années, même une dizaine d'années que les séries africaines sont en plein essor. Alors on les voit pas arriver ailleurs. On les voit pas arriver ailleurs. Voilà, elles restent encore en Afrique. C'est quand même des séries qui sont très marquées culturellement, qui ont un public très précis. Quant au cinéma, on a Nollywood du Nigeria, qui est juste après Bollywood et avant Hollywood. Donc quand même, la production cinématographique du Nigeria est très importante. Et la production des séries aussi. Et ce qui est important aussi, c'est qu'avant, les séries étaient surtout en français et en anglais. Et aujourd'hui, il y a des séries qui se tournent dans les langues, dans les dialectes africains. Et ça aussi, c'est un essor à souligner. Il y avait une autre série dont vous nous aviez parlé il y a quelques temps. C'était une série télé
tourné en Afrique et qui avait pour objectif de pour faire prendre conscience à la population sur les risques du sida et sur les mesures de prévention. Voilà. Alors, il y a énormément de séries qui sont tournées et qui sont des séries de mœurs, de la vie de tous les jours, un petit peu comme, je sais pas moi, Plus belle la vie en France, si on veut faire un parallèle. Et c'est des séries qui abordent le sida et la contamination et qui profitent justement de leur succès pour faire passer un message de prévention. Donc on y parle préservatif, on y parle amour, on y parle sexe. Et c'est des séries qui ont beaucoup de succès et qui fonctionnent sur le terrain, qui sont même souvent aidées par leur propre gouvernement. En tout cas, dans ce cas-là, pas vraiment de message de prévention, mais plutôt l'image de l'africaine moderne et complètement libérée. L'un n'empêchant pas l'autre. Peut-être qu'il y a aussi un message de prévention caché. Peut-être, c'est possible. Merci Laura Duhamel, merci Bethsabée Salem. À suivre, cet homme qui a porté le coup final à Oussama Ben Laden, une trahison de la tradition du secret pour les Navy Seals. On retournera sur ce documentaire publié il y a quelques heures sur la chaîne Fox News. C'est dans quelques minutes, juste après le journal. À tout de suite. L'homme qui a tué Oussama Ben Laden, c'est le titre du documentaire qui a été diffusé il y a quelques heures sur la chaîne américaine Fox News. Une diffusion attendue avec impatience, même si l'identité du tireur avait déjà été révélée, n'est-ce pas Bethsabée ? Oui, ça avait fait beaucoup de bruit, Éléonore. Alors attention, il s'agit d'un ancien soldat des Navy Seals, sont des tireurs d'élite, obligés au plus grand secret. Alors le nom de ce soldat, Robert O'Neill, soldat qui avait tué donc Oussama Ben Laden, a d'abord été révélé avant l'heure et vaudant la vedette à Fox News, qui pourtant avait mis le paquet sur cette interview par le site spécialisé sur les questions militaires Sofrep, puis ça avait été confirmé, on le rappelle, par le Daily Mail. Et dans le documentaire, dans l'interview de la Fox News diffusée hier soir, eh bien, le tireur raconte notamment comment se sont enchaînés tous les événements menant jusqu'au raid, ce fameux raid du 1er mai 2011, comment d'abord il pensait qu'on ne lui avait pas dit que c'était pour tuer Ben Laden, il pensait qu'il s'agissait de Kadhafi, comment ensuite ils se sont entraînés en se préparant avec la réplique de la cache d'Oussama Ben Laden. Alors pourquoi qui est ce tireur d'élite ? Eh bien donc il s'appelle Robert O'Neill, il a 38 ans, il affirme avoir tué Ben Laden de 3 balles, dont une dans la tête. Alors il y a une autre version des faits, même si le soldat aurait effectivement blessé mortellement le leader d'Al-Qaïda, eh bien ce serait peut-être 2 autres SEALs qui l'auraient ensuite tué. Voilà, c'est un peu trouble. On peut se demander quand même pourquoi avoir accepté de révéler son identité, c'est quand même dangereux. Effectivement, alors en tout cas ça lui brûlait les lèvres, Éléonore, puisque déjà l'an passé, le militaire avait témoigné dans le magazine Esquire aux États-Unis sous couvert d'anonymat. Alors à en croire CNN d'ailleurs, il aurait été viré après s'être vanté une autre fois de sa participation au raid dans des bars. Alors il se dit déçu, pour répondre à votre question, du sort réservé aux vétérans de l'armée. Il n'a ni retraite ni protection sociale après pourtant 16 années de bons et loyaux services, des centaines de missions, parfois en risquant bien sûr sa vie, quand il a porté par exemple secours à un compagnon d'armée, seul rescapé d'un autre commando de la Navy, pris en embuscade lors d'un repérage dans les montagnes afghanes, parmi d'autres exemples. Alors d'ailleurs, faute de compensation financière, les états de service du soldat témoignent de son héroïsme. Il a reçu 2 grandes médailles, l'armée à qui la révélation n'a bien sûr pas plu du tout. D'ailleurs, le patron des Navy Seals a rappelé à ses troupes qu'il était interdit, en vertu du code de conduite de l'unité d'élite, eh bien, de raconter publiquement leurs exploits. Et bien sûr, l'émission ne va sûrement rien arranger. Et puis, on n'oublie pas, vous parliez de danger, les dangers qu'il prend lui-même, Robert O'Neill, qui est menacé de mort sur les sites djihadistes. Il dit qu'il les attend de pied ferme, ces djihadistes. Merci beaucoup Bethsabée. On va justement rejoindre par téléphone Nicole Bacharan, politologue et spécialiste de la société américaine, également auteur du livre Les secrets de la Maison Blanche. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes en direct de Paris. Alors quel impact va ou peut avoir ce documentaire ? Mais écoutez, il y a une espèce de crise de conscience parmi les unités d'élite de l'armée américaine aujourd'hui. Alors l'impact du documentaire, d'un côté évidemment, c'est que le public est absolument fasciné, je crois comme on l'est tous, par la vie de ces commandos d'élite, par les missions incroyables qu'ils accomplissent. On a envie de savoir ce qui se passe. Par exemple,
Matt Bissonnette, qui est l'un des deux Navy Seals qui a raconté le raid sur Ben Laden, il a aussi conseillé pour un jeu vidéo qui a un succès fou. Et en même temps, l'essence de leur mission, c'est d'être dans le secret. Et c'est ce que dit le commandement de l'armée américaine aujourd'hui. Notre tâche, c'est d'être dans le secret et de ne pas avoir de reconnaissance publique. Mais on est dans une époque où, au fond, ça paraît un peu court pour des garçons qui se vivent comme des héros. Ils ont certainement raison, et puis qui voient aussi parfois leurs exploits récupérés par d'autres à travers des films ou des livres de mémoire que même les ministres de la Défense peuvent écrire. Alors justement, ce Robert O'Neill, c'est finalement un héros ou un traître ? Écoutez, je vous avoue que je n'ai pas vu le documentaire, donc j'ai du mal à le dire. C'est un héros parce qu'il a fait. Je crois que la manière dont Ben Laden a été éliminé, c'était extrêmement risqué, extrêmement difficile. Pour être capable de faire ça, il faut des années d'entraînement. Donc, c'est un héros. Est-ce que à travers ces speeches et ce documentaire, il révèle des choses qui peuvent mettre en danger des missions futures? C'est toute la question. S'il le fait, il y a une part de traîtrise, mais je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui. Est-ce que le fait justement qu'il trahisse un peu cette tradition du secret chez les Navy Seals, est-ce que ça casse un mythe dans la société américaine? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression parce que il me semble que le public a tellement envie d'entrer un peu dans le secret. Il me semble aussi que malgré tout, on a déjà le sentiment que le secret a été un peu rompu par le film Zero Dark Thirty qui racontait la traque de Ben Laden et avec lequel le Pentagone avait en partie collaboré. Je pense aussi que beaucoup de ministres, malheureusement, moi je le déplore un peu, dès qu'ils ont quitté le gouvernement, écrivent un livre sur leur passage au gouvernement. Au fond, le secret n'est pas ressenti aux États-Unis comme étant une valeur aussi forte qu'autrefois. Merci Nicole Bacharan d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Les secrets de la Maison Blanche. La photo maintenant avec le portrait d'un artiste pas comme les autres. Le photographe Oussama Silwadi est palestinien. Il vit à Ramallah. Il vient de publier son dernier livre. Les explications de Daniel Campos avec David Comblé. Voilà presque une décennie qu'Oussama Silwadi a été grièvement blessé. Ce photographe palestinien a reçu 2 balles perdues tirées par un sniper palestinien. 2 balles qui ont percé son estomac, déchiré sa rate, brisé sa colonne vertébrale, l'immobilisant à vie dans un fauteuil roulant. Mais il n'a jamais arrêté de travailler pour autant. Lui qui a couvert pendant près de 15 ans le conflit, et notamment les 2 intifadas, a publié il y a un mois un livre qui mixe la politique et le lifestyle. The Revelations of Stone, les révélations de pierre. Un album sur l'architecture palestinienne rempli de clichés de maisons traditionnelles. Lorsque je suis sorti du coma, le docteur m'a annoncé que je ne marcherai plus jamais. Je lui ai dit « je sais, mais je remarcherai ». Oussama a maintenant 40 ans et est père de 3 petites filles. Il garde l'espoir qu'un jour, il retrouvera l'usage de ses jambes. Pour autant, il n'a pas laissé son handicap lui enlever sa passion pour la photographie. Cette blessure ne m'a pas arrêté. Malgré la chaise roulante, je travaille maintenant encore mieux qu'avant mon accident. Le photographe a contribué à mettre en place la première archive numérique palestinienne, collectant photos et vidéos relatifs à la vie et au travail de Yasser Arafat. Un travail remarquable qui lui a valu d'être nominé expert en archivage numérique auprès de l'UNESCO. Aux yeux d'Oussama Silwadi, documenter l'héritage culturel est essentiel à la question de l'identité et du futur du peuple palestinien. Une mission qui relève donc du devoir national selon lui et qui a été encensée par l'ensemble des spécialistes de la mémoire culturelle palestinien.
Rudy Saada, bonjour. Bonjour Léonore. On commence cette revue de presse avec une image qui fait le tour des réseaux sociaux israéliens. Oui, en Israël, c'est une image qui fait débat tout simplement ce matin. L'image du terroriste qui a poignardé avant-hier Dalia Lemkus, la jeune israélienne de 25 ans, Maher Hamdi Ashaloum, originaire de Hebron. Il a passé 5 ans dans les prisons israéliennes à cause d'une bombe incendiaire. Et donc, ce qui fait débat en Israël, c'est le fait que cet homme, comme tout le monde, est soigné et pris en charge dans un hôpital israélien. Alors, on ignore qui a pris la photo. Les lois de l'aide et de la prise en charge médicale s'appliquent évidemment à tous en Israël, terroristes inclus, mais dans une atmosphère de colère suite aux funérailles hier soir de la jeune femme, hier après-midi. Cette image provoque un vif débat sur les réseaux sociaux. Elle a énormément circulé ces dernières 24 heures. Ouais, beaucoup de critiques aussi des patients à l'intérieur de l'hôpital qui refusent justement qu'il se fasse soigner. Rudy, on va voir maintenant une vidéo édifiante qui nous vient de Syrie. Oui, c'est une vidéo qui a été postée lundi, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Elle totalise un peu plus de 200 000 vues. Elle a été postée par un compte proche de la révolution syrienne. C'est entre héroïsme de guerre, mais surtout une scène de guerre accablante. On y voit un enfant pris sur les tirs croisés sauver sa sœur. À noter que l'origine, la véracité n'a pas pu être vérifiée et que surtout 11 000 enfants en Syrie sont morts depuis le début du conflit. On regarde cette vidéo assez édifiante. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر هرب يا شباب. شفت شلون اطلقوا النار عليه؟ شايفين؟ الكلاب حيوانات والله كلاب. شايف شيء يا شباب؟ شايفين شيء؟ رجعوا لورا. ديروا وراء برا رجعوا ورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شباب عم يتحرك. لا عم يتحرك. لك هذا حي والله مو ميت. حي عم يتحرك. الله اكبر الله اكبر. مات الصبي. لا حول ولا قوة الا بالله. مات الصبي. لا حول الله مات الصبي. عم يتحرك. لك عم يتحرك. ليش يتحرك؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يلعب يا عمي. الله اكبر الله اكبر. ما مات فيه. لك طلع فينا. الله اكبر. هربوا. لا حول الله اكبر الا بالله. الله اكبر شباب. شلون هيك؟ ما مات شفتوه؟ C'est une vidéo assez surprenante. En fait, il fait semblant. Oui, il fait semblant de tomber pour faire arrêter les tirs croisés et il va sauver sa sœur qui est donc derrière la voiture. On se demande pourquoi il court. Parce que les tirs visaient les petits garçons en fait. En tout cas, il y a des tirs de sniper un peu partout. Et on sait d'où proviennent les tirs, on sait qui est responsable de ces tirs. Cette vidéo est assez mystérieuse. C'est-à-dire que le Télégraphe n'arrive pas à identifier où et quand a été prise cette vidéo. Donc c'est pour ça que je donnais quelques précautions avant de la montrer. Et donc elle fait le tour des réseaux sociaux depuis lundi. Allez, on va parler de toute autre chose maintenant, une polémique autour d'un sandwich. Oui, même le Sandwich Gate, on peut dire ça. Ce Sandwich Gate, il a été à la base créé par une du Daily Mail qu'on va voir avec un titre accrocheur qui est « Il n'y a donc plus personne en Grande-Bretagne qui soit capable de faire un sandwich », une manière de protester contre l'annonce de l'embauche de 300 employés hongrois par une entreprise britannique qui donc fabrique des sandwichs. Alors le mauvais goût du Daily Mail a été remarqué et surtout parodié par les internautes britanniques qui ont posté des photos de leurs plus beaux sandwichs. D'ailleurs ça donne des nausées à Kate. Oui, absolument, c'est vrai que la une est assez bien faite au niveau mauvais goût. Alors évidemment les internautes britanniques aussi se sont essayés au sandwich et ils sont effectivement aperçus qu'ils n'y arrivaient pas. Cette maman dit « J'ai essayé de faire un sandwich aux enfants pendant 45 minutes », on notera qu'elle l'a fait avec de la bière, mais j'abandonne. On a également la version omelette, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Puis pour finir, ce Sandwich Gate, il y a un sandwich qui fera frémir Barbara et tous ceux qui aiment les petits chatons. Quelle horreur. On aurait pu mettre un pingouin pour Éléonore. Allez, on va rester dans le mignon avec cette vidéo d'un couple israélien. Oui, c'est une jolie vidéo qui, dans un contexte tendu, fait du bien. Adi et Sergei, ils attendaient un heureux événement. Ils ont décidé de nous faire partager 9 mois de leur vie avec une vidéo en stop motion. Alors le stop motion, c'est une animation faite de photos. C'est mignon tout plein, on regarde.
j'ai envie de vous dire si c'était si facile que ça. Eh bien non. Voilà, je sais pas, c'est à vous de me le dire. Soulignons le fondu dans le bronzage, quand même. Elle perfectionne son bronzage à 9 mois. Et puis le chien aussi, le chien qui fait partie intégrante de la famille. Hein. Comme disait Bethsabée, le chien c'est plus de 10 000 likes en fait, ça remonte un petit peu. C'est une vidéo qui a eu beaucoup de likes. Oui, qui a énormément de succès, qui est partagée par des Israéliens. Justement, dans le contexte actuel, elle est ressortie sur Internet et fait le tour des pages Facebook. Il faut dire que les Israéliens sont fans des photos de grossesse, que c'est vraiment un phénomène mais en France très, aussi. très Mais ça, moi, des vidéos comme ça, j'en ai vu déjà il y a quelques années. C'est vrai que bon, ça fait sourire, c'est la grossesse, le ventre qui gonfle, c'est toujours joli. Avec une pompe, ouais. Bon. C'est un témoignage comme un autre, en fait, de ces 9 mois. Merci en tout cas, Rudy Sada, pour ces images. Merci Bethsabée, Salem. Avant de se quitter, je vous rappelle ces deux principales informations. Un cocktail Molotov a été lancé ce matin sur une ancienne synagogue dans une ville arabe à Shfaram, dans le nord du pays, en Galilée. Et une mosquée a également été incendiée près de Ramallah. Une enquête est actuellement en cours pour retrouver les auteurs de ces deux actes. Voilà, restez avec nous. La suite de vos programmes, c'est dans un instant sur i24 News. Et quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, pour un tout nouveau Morning. Excellente journée à tous.